Son mari et sa famille l'ont mise à la porte, ignorant qu'elle avait hérité de milliards. Ils sont revenus en la suppliant. Sarah Matthews fixait la porte d'entrée verrouillée de la maison de banlieue à Chicago qu'elle partageait avec son mari David depuis 3 ans. Ses doigts tremblants serraient son téléphone, dont l'écran affichait la douzaine d'appels sans réponse qu'elle avait passés à David depuis ce matin. L'air frais de l'automne mordait à travers son cardigan léger alors que la réalité s'imposait. Il l'avait vraiment fait. Il l'avait mise à la porte, comme il l'avait menacée lors de leur dispute houleuse au petit déjeuner. « Fais tes valises et pars, ou je te mets dehors », avait-il crié, le visage déformé par la colère face à ce qu'il qualifiait d'irresponsabilité financière de Sarah. La dispute avait éclaté lorsque Sarah avait mentionné son désir de quitter son emploi d'entreprise écrasant pour se consacrer à sa passion pour le travail associatif. David, toujours pragmatique et soucieux de l'argent, avait explosé à cette suggestion. Sarah tenta à nouveau d'utiliser sa clé, la manipulant désespérément dans la serrure avant de se rappeler qu'elle avait égaré son trousseau habituel plus tôt dans la semaine et utilisait le double. Ce double se trouvait maintenant sur la commode de leur chambre, hors d'atteinte derrière la porte verrouillée qui incarnait physiquement l'effondrement de son mariage. Elle s'effondra sur les marches du porche, son sac à main de créateur, un cadeau de David lors de jours plus heureux, serré contre sa poitrine comme un bouclier. Les voisins promenaient leurs chiens le long de la rue bordée d'arbres, jetant des regards curieux à Sarah, habituellement si posée, maintenant visiblement bouleversée sur le pas de sa propre porte. Elle se sentait exposée, humiliée. La vie parfaite qu'elle avait construite s'effilochait sous les yeux de tous. Ce que Sarah ignorait, c'était que David avait été appelé de toute urgence ce matin-là. Après leur dispute, il avait reçu un appel urgent de son plus gros client, confronté à une crise nécessitant une attention immédiate à Détroit. Dans la précipitation et la colère persistante, il avait oublié de laisser un mot. Son téléphone s'était éteint peu après son embarquement dans l'avion, et dans le chaos de la réunion d'urgence, le recharger était la dernière de ses priorités. L'univers avait conspiré pour créer une tempête parfaite de malentendus, qui allait changer le cours de leur vie à jamais. Alors que les ombres de l'après-midi s'allongeaient sur la pelouse bien entretenue, Sarah accepta enfin sa situation. N'ayant nulle part où aller, elle appela la seule personne qui avait toujours été son roc, sa grand-mère, Eleanor, une femme de 82 ans pleine de vie qui vivait dans un modeste appartement au centre-ville. « Viens rester avec moi, ma chère », dit Eleanor sans hésiter. « J'ai quelque chose d'important à te dire. » Il y avait quelque chose de mystérieux dans le ton de sa grand-mère qui détourna momentanément Sarah de son chagrin. Elle ne savait pas que cet appel serait le premier domino d'une série qui la transformerait d'une épouse rejetée en l'une des femmes les plus riches du pays. Le trajet en Uber jusqu'à l'appartement de sa grand-mère donna à Sarah le temps de réfléchir à son mariage. Elle et David s'étaient rencontrés à l'université Northwestern, tombant amoureux malgré leurs origines différentes. Sarah venait d'un milieu modeste, élevée par sa grand-mère après avoir perdu ses parents dans un accident de voiture à l'âge de 8 ans. David, lui, venait d'une famille riche, son empire immobilier s'étendant sur 3 générations. Ses parents n'avaient jamais pleinement accepté Sarah, la considérant comme inférieure à leur fils malgré son intelligence et ses réussites. Ils avaient insisté pour un contrat prénuptial, que David avait présenté comme une simple formalité. Alors que la skyline de Chicago apparaissait, Sarah se demanda si cela avait toujours été leur plan, la rejeter dès qu'elle devenait gênante. Les larmes coulaient sur son visage alors qu'elle transférait le reste de ses économies personnelles de leur compte joint vers son compte privé. Une maigre déclaration d'indépendance financière, à la fois terrifiante et nécessaire. Pendant ce temps, David Matthews était rentré de son voyage d'affaires urgent pour trouver une maison vide. Sa colère initiale face à l'absence de Sarah se transforma rapidement en confusion, puis en panique, alors que les jours passaient sans nouvelles d'elle. Ses appels allaient directement sur messagerie. Ses messages restaient non livrés. Lorsqu'il vérifia leur compte bancaire commun et vit qu'elle avait retiré sa part des économies, une peur froide s'installa dans son estomac. Elle l'avait quitté. Dans son esprit, leur dispute n'était qu'un désaccord parmi d'autres, pas le point de rupture qu'il réalisait maintenant. Le silence de leur maison habituellement chaleureuse était assourdissant. David errait de pièce en pièce, cherchant des indices, une note, n'importe quoi qui pourrait expliquer la soudaine disparition de Sarah. Dans leur chambre, il remarqua que son parfum préféré manquait, ainsi que son sac de voyage et quelques vêtements. Le comptoir de la salle de bain,
habituellement encombré de ses cosmétiques, semblait étrangement vide. Chaque objet absent était comme un clou de plus dans le cercueil de leur mariage. « Sarah, rappelle-moi, s'il te plaît », supplia-t-il dans son téléphone pour ce qui semblait être la 100e fois. « Je ne comprends pas ce qui se passe. Quoi que j'ai fait, on peut en parler. Sois juste en sécurité, s'il te plaît. » Sa voix se brisa sur ces derniers mots, la peur pour son bien-être commençant à éclipser sa confusion face à son départ. Après 48 heures sans contact, David commença à appeler les hôpitaux, puis les postes de police. L'officier qui prit sa déclaration de personne disparue semblait sceptique. « Monsieur, vous avez dit que vous vous étiez disputé, et maintenant ses affaires sont parties et elle a retiré de l'argent de votre compte commun. Ça ne ressemble pas à une personne disparue. On dirait quelqu'un qui est parti volontairement. » David ne pouvait contester cette logique, mais cela n'apaisait pas son sentiment croissant de terreur. Ce n'était pas dans les habitudes de Sarah. Même lors de leur pire dispute, ils avaient toujours maintenu le contact. Quelque chose semblait terriblement mal, et l'impuissance le consumait. Il commença à appeler ses amis, ses collègues, même des connaissances éloignées, mais personne n'avait de nouvelles d'elle. C'était comme si elle s'était volatilisée. Le sommeil devint un luxe que David ne pouvait plus se permettre. Il passait ses nuits à relire leurs messages, leurs emails, leurs photos, cherchant des signes qu'il aurait pu manquer. Était-elle malheureuse? Avait-elle planifié cela? La Sarah qui lui souriait sur les photos de vacances prises 2 mois plus tôt ne semblait pas être une femme sur le point d'abandonner son mariage. La confusion était exaspérante. Les parents de David, Richard et Victoria Matthews, étaient moins préoccupés. « Elle n'a jamais été faite pour toi », dit sa mère avec dédain lors d'un dîner dans leur penthouse de Gold Coast. « C'est une opportunité, David. Caroline Westfield a demandé de tes nouvelles. L'entreprise de son père serait une bien meilleure connexion pour les propriétés Matthews que tout ce que Sarah pourrait offrir. » David fixa sa mère avec incrédulité, voyant soudain les manipulations subtiles qui avaient caractérisé leur traitement de Sarah tout au long du mariage. Son père hocha la tête en signe d'accord. « Fils, parfois, ces choses sont des bénédictions déguisées. Le nom Matthews signifie quelque chose dans cette ville. Sarah était gentille, mais pas vraiment de notre monde. » Le lustre en cristal au-dessus de la table à manger projetait des ombres dures sur le visage parfaitement composé de Victoria alors qu'elle poursuivait. « J'ai déjà mentionné aux Westfield que tu pourrais être disponible pour leur gala de charité le mois prochain. Caroline vient de rentrer de Paris, et elle est absolument transformée. Bien plus convenable. » « Arrêtez, » interrompit David, la voix basse mais ferme. « Ma femme a disparu, et vous essayez de me caser avec quelqu'un d'autre. Vous vous entendez ?» Richard Matthews posa sa fourchette avec une précision délibérée. « David, sois raisonnable. Sarah a clairement fait son choix. La question est, que vas-tu faire? Te morfondre comme un adolescent amoureux ou aller de l'avant comme un Matthews ?» Pour la première fois, David se retrouva à défendre son épouse absente contre le classisme à peine voilé de sa famille. « Sarah est mon monde, » dit-il fermement, se levant de table. « Et je vais la retrouver. » En rentrant chez lui à travers le centre-ville scintillant de Chicago, David affronta une vérité inconfortable. Il avait laissé la désapprobation subtile de sa famille créer une distance dans son mariage. Il avait donné la priorité à leurs attentes plutôt qu'au bonheur de sa femme. Cette réalisation le rendit physiquement malade, et il s'arrêta sur Michigan Avenue. Submergé par la haine de lui-même et les regrets, les lumières de la ville se brouillèrent à travers ses larmes alors que les souvenirs affluaient. Le visage de Sarah s'effondrant lorsque sa mère avait oublié de l'inviter au dîner traditionnel de la veille de Noël de la famille. La façon dont elle s'était discrètement retirée des conversations lorsque les amis de son père faisaient des remarques condescendantes sur les personnes qui s'étaient faites seules. Comment elle avait cessé de partager ses rêves de travail associatif après qu'il les avait qualifiés d'impraticables. Il avait été complice de son isolement, trop préoccupé par plaire à sa famille pour remarquer son malheur croissant. « J'ai été tellement idiot », murmura-t-il dans la voiture vide. Le poids de son échec en tant que mari l'écrasait comme une force physique. Il devait la retrouver. Il devait réparer cela, d'une manière ou d'une autre. Le lendemain matin, David entama une recherche méthodique de la ville. Il visita les cafés préférés de Sarah, la librairie où elle passait ses dimanches après-midi,
le sentier au bord du lac où elle courait. Il montra sa photo à des inconnus, laissa son numéro à des baristas et des commerçants. Il créa une carte dans leur salon, marquant chaque endroit qu'il avait vérifié, chaque personne à qui il avait parlé. La recherche le consumait, devenant un rituel désespéré qui tenait le désespoir à distance. De l'autre côté de la ville, Sarah rencontrait les avocats d'Eleanor pour signer les documents finaux transférant l'immense fortune de sa grand-mère à son nom. Le processus avait été accéléré grâce à la planification minutieuse d'Eleanor. « Madame Matthews, dit Monsieur Winters, l'avocat principal. Vous êtes désormais officiellement l'une des personnes les plus riches du pays. Que souhaitez-vous faire en premier ?» Sarah regarda par la fenêtre la skyline de Chicago, les mêmes bâtiments qu'elle avait autrefois admirés en tant qu'outsider. Maintenant, elle possédait des parts dans plusieurs d'entre eux. L'ironie ne lui échappait pas. « Je dois récupérer le reste de mes affaires chez mon mari, dit-elle calmement. Après cela, je déciderai. » Les avocats échangèrent des regards. « Mademoiselle Matthews, si je puis me permettre, » commença Monsieur Winters avec prudence. « Nous pouvons organiser des services professionnels pour s'en occuper. Inutile de vous exposer à des situations potentiellement inconfortables. » Sarah secoua la tête. « Non, c'est quelque chose que je dois faire moi-même. » Elle avait passé les 2 dernières semaines dans un brouillard de chagrin et de choc, avançant à travers les démarches juridiques nécessaires tout en se sentant étrangement détachée de la réalité de sa nouvelle situation. L'idée d'affronter David à nouveau la terrifiait, mais elle savait que c'était nécessaire pour son propre apaisement. Elle devait le regarder dans les yeux pour comprendre pourquoi leur amour avait été si facilement jeté aux oubliettes. Ce soir-là, Sarah était assise seule dans l'appartement d'Eleanor, entourée de portefeuilles financiers et de documents juridiques. L'ampleur de son héritage restait encore incompréhensible. Des propriétés dans 12 pays, des participations majoritaires dans des entreprises technologiques dont elle utilisait les produits quotidiennement sans savoir que sa grand-mère avait contribué à leur création. Des collections d'art valant des millions. Et une fondation philanthropique qui opérait anonymement depuis des décennies, changeant des vies à travers le monde. « Que suis-je censée faire de tout cela, grand-mère » murmura-t-elle dans la pièce vide. Eleanor l'avait préparée à beaucoup de choses dans la vie, mais pas à ce niveau de responsabilité et de pouvoir. Le poids en était écrasant, surtout sans personne avec qui partager ce fardeau. Pendant un instant fugace, elle imagina tout raconter à David, voir son visage s'illuminer d'excitation face aux possibilités. Puis elle se souvint de la porte verrouillée, des appels sans réponse, et son cœur se durcit à nouveau. Le lendemain, Sarah se rendit à son ancienne maison dans une voiture de location modeste, choisissant délibérément d'arriver sans les attributs de sa nouvelle richesse. Elle avait décidé de ne pas parler de son héritage à David, non par rancune, mais parce qu'elle avait besoin de comprendre ce qui s'était passé entre eux sans que l'argent ne complique la vérité. En se garant dans l'allée, elle fut surprise de voir la voiture de David. Elle s'attendait à utiliser sa clé de secours, récupérée dans l'appartement de sa grand-mère où elle l'avait laissée, et non sur la commode de leur chambre comme elle l'avait cru, pour entrer pendant qu'il était au travail. Son cœur s'emballa alors qu'elle approchait de la porte d'entrée. Que lui dirait-elle? Comment garderait-elle son calme? Elle avait répété ce moment des dizaines de fois au cours des 2 dernières semaines, s'imaginant froide et détachée en récupérant ses affaires. Mais maintenant, debout sur le seuil de ce qui avait autrefois été son foyer, tous ses discours préparés s'évaporèrent. Avant qu'elle ne puisse frapper, la porte s'ouvrit brusquement. David se tenait là, l'ombre de lui-même. Ses vêtements de créateur avaient été remplacés par un t-shirt froissé et un jogging. Ses cheveux, habituellement impeccablement coiffés, étaient en désordre, et une barbe de plusieurs jours ombrait sa mâchoire. Mais ce furent ses yeux qui la choquèrent le plus, injectés de sang et creux d'épuisement, reflétant ce qui semblait être une véritable angoisse. David ouvrit la porte avant qu'elle ne puisse frapper, son apparence la bouleversant. L'exécutif toujours impeccablement soigné semblait hagard, avec une barbe de plusieurs jours et des cernes sous ses yeux injectés de sang. « Sarah » murmura-t-il comme s'il voyait un fantôme. « Mon Dieu, Sarah !» Avant qu'elle ne puisse parler, il l'attira dans une étreinte désespérée. « Je ne t'ai jamais mise dehors, » dit-il, la voix brisée. « J'ai été appelé d'urgence pour le travail, et mon téléphone s'est éteint. Je t'ai cherché partout. J'ai déposé une déclaration de personne disparue.
Je pensais qu'il t'était arrivé quelque chose de terrible. Sarah resta figée dans l'étreinte de David, son esprit peinant à assimiler ses paroles. Le récit qu'elle avait construit au cours des 2 dernières semaines, celui d'un abandon délibéré et d'un rejet, commença à s'effondrer. « Mais tu m'as dit de faire mes valises et de partir », dit-elle en se dégageant pour regarder son visage. « Et puis je suis rentrée et je n'ai pas pu entrer. Tu ne répondais pas à ton téléphone. Que devais-je penser ?» La confusion dans sa voix était sincère. Pendant 14 jours, elle avait vécu avec la certitude que son mariage était fini, que David avait mis sa menace à exécution et l'avait exclue de leur vie commune. Elle avait pleuré non seulement pour Eleanor, mais pour l'avenir qu'elle pensait avoir perdu. Maintenant, debout dans l'entrée de leur maison, elle sentait le sol se dérober sous ses pieds une fois de plus. David la conduisit au salon, où Sarah fut choquée de voir les preuves de sa recherche frénétique. Des cartes marquaient des endroits qu'il avait vérifiés, des listes de ses amis contactés, même un tableau avec des scénarios possibles. « J'ai dit ça sous le coup de la colère. Sarah, je ne le pensais pas. J'ai reçu un appel d'urgence juste après notre dispute. Le projet Henderson s'effondrait à Détroit. J'ai couru à l'aéroport, et mon téléphone s'est éteint dans l'avion. Quand j'ai pu le recharger, tu avais bloqué mon numéro. » Il passa ses mains dans ses cheveux en désordre. J'étais fou d'inquiétude. Je pensais qu'il t'était peut-être arrivé quelque chose, ou pire. Sarah s'effondra sur le canapé, ses yeux parcourant le salon transformé. Leur espace autrefois immaculé ressemblait maintenant à un bureau de détective dans une série policière. Des post-it couvraient les murs avec des théories et des lieux possibles. Des tasses de café et des contenants de plats à emporter suggéraient que David avait à peine quitté cette pièce. Sur la table basse reposait une pile de flyers de personnes disparues avec sa photo. « Tu m'as cherché tout ce temps ?» demanda-t-elle, la voix faible. David s'agenouilla devant elle, ses yeux ne quittant jamais son visage. « Chaque minute de chaque jour. J'ai appelé les hôpitaux, les postes de police, même les morgues. » Sa voix se brisa sur le dernier mot. « Quand j'ai vu que tes économies avaient disparu, j'ai pensé que tu étais peut-être parti volontairement, mais ça n'avait pas de sens. Pas après 3 ans ensemble. Pas sans un mot. » La prise de conscience que leur séparation reposait sur un malentendu catastrophique frappa Sarah avec une force physique. Elle s'enfonça dans le canapé, se rappelant à quelle vitesse elle avait présumé le pire de son mari. 3 ans de mariage avaient-ils été si facilement jetés aux oubliettes, ou y avait-il des fissures qu'elle avait ignorées? « Ta famille, » dit-elle doucement. « Ils n'ont jamais voulu de moi ici. Ils auraient été heureux si j'avais disparu. » Une lueur de douleur traversa le visage de David. « Je sais, » admit-il. « Je l'ai toujours su, je crois. Je ne voulais simplement pas le voir. Ils m'ont fait sentir comme une intruse dans ta vie, » poursuivit Sarah, des années de douleur trouvant enfin une voie, comme si j'étais une phase temporaire que tu finirais par dépasser. Et quand je n'ai pas pu entrer ce jour-là, quand tu ne répondais pas à ton téléphone, cela a confirmé tout ce que je craignais. Que j'étais jetable. Que ta vraie vie, ta vie de famille, était séparée de notre mariage. » L'expression de David s'assombrit. « J'ai eu des révélations sur ma famille pendant ton absence, » admit-il. « Les choses qu'ils ont dites quand je leur ai annoncé ta disparition. » Il secoua la tête. « Je ne t'ai pas assez défendue, Sarah. J'ai laissé leurs attentes influencer notre mariage d'une manière que je commence seulement à voir. » Il s'agenouilla devant elle, prenant ses mains. « Mais rien de tout cela n'a d'importance si tu me donnes une autre chance. Ces 2 semaines sans toi ont été les pires de ma vie. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Reviens à la maison, s'il te plaît. » La sincérité dans sa voix était indéniable. Sarah voyait le David dont elle était tombée amoureuse, l'homme sous l'apparence soignée que sa famille avait façonné. Mais les blessures étaient encore vives. Et maintenant, il y avait la mort d'Eleanor et l'héritage colossal à considérer. Comment pourrait-elle simplement reprendre leur ancienne vie alors que tout avait changé? Sarah sentit les larmes monter à ses yeux. La sincérité dans la voix de David était indéniable, mais tant de choses avaient changé. « Je ne peux pas revenir comme ça, » dit-elle doucement. « Ma grand-mère est morte, David. Elle était toute la famille qu'il me restait, et je n'ai même pas pu partager ce chagrin avec mon mari parce que je pensais que tu m'avais abandonné. » Le visage de David s'effondra de chagrin sincère.
Il avait toujours respecté Éléanore, l'un des rares points d'accord entre lui et sa famille. « Éléanore est morte », murmura-t-il, un choc et un chagrin authentiques dans la voix. « Oh, Sarah, je suis tellement désolé. » Il avait toujours apprécié l'esprit vif et indépendant d'Éléanore, si différent de la rigidité formelle de sa propre famille. « Quand, comment ?» Dans son sommeil, un jour après mon arrivée à son appartement, dit Sarah. La douleur est encore fraîche. Cancer du pancréas. Elle savait depuis des mois mais ne me l'a pas dit. Elle ne voulait pas que je m'inquiète. De nouvelles larmes coulèrent sur ses joues. J'ai dû tout organiser seule. Les funérailles ont eu lieu il y a 3 jours. David semblait abattu. J'aurais dû être là avec toi. J'aurais dû être à tes côtés. Il serra ses mains plus fort. Sarah, je ne peux pas imaginer ce que tu as traversé. Penser que je t'avais abandonnée, puis perdre Éléanore. Je suis tellement désolée pour tout cela. Je suis tellement désolée, Sarah. J'aurais dû être là pour toi. Il serra ses mains. Dis-moi ce que je peux faire. Dis-moi comment réparer ça. Sarah regarda cet homme qu'elle avait aimé assez pour l'épouser. Voyant à la fois ses défauts et son cœur sincère, elle prit une décision. Elle lui parlerait de son héritage, mais pas encore. D'abord, il devait déterminer si leur relation pouvait être sauvée selon ses propres termes. L'héritage compliquait tout. Si elle le disait à David maintenant, resterait-il avec elle parce qu'il l'aimait vraiment ou à cause de ce qu'elle pouvait désormais apporter à la famille Matthews? La partie cynique d'elle, façonnée par des années de rejet subtil de la part de ses parents, ne pouvait s'empêcher de se demander à quelle vitesse leur attitude changerait s'ils savaient pour les milliards d'Éléanore. Cette pensée laissait un goût amer dans sa bouche. « J'ai besoin de temps, » dit-elle enfin. « Je reste dans l'appartement de ma grand-mère pour l'instant. » David hocha la tête, respectueux de ses limites. « Pouvons-nous au moins parler, dîner ensemble parfois? Je veux te prouver que notre mariage vaut la peine d'être sauvé. » Sarah accepta ce compromis, et en partant avec quelques affaires supplémentaires qu'elle était venue chercher, elle ressentit les premiers frémissements d'espoir sous son chagrin et sa confusion. En s'éloignant en voiture, Sarah jeta un coup d'œil dans le rétroviseur et vit David debout dans l'embrasure de la porte, la regardant partir. Cette image resta avec elle. Cet homme puissant, héritier de l'une des familles les plus influentes de Chicago, semblait perdu et vulnérable alors qu'il la regardait s'éloigner. Pour la première fois depuis ce matin fatidique, elle se permit de considérer la possibilité que leur amour puisse être sauvé après tout. De retour dans l'appartement d'Éléanore, désormais le sien, Sarah s'assit parmi les boîtes des affaires de sa grand-mère, ressentant le poids des décisions encore à prendre. L'équipe juridique lui avait conseillé d'agir rapidement pour établir son contrôle sur les intérêts commerciaux d'Éléanore. Mais tout ce à quoi Sarah pouvait penser était le visage de David lorsqu'elle lui avait dit qu'elle avait besoin de temps. Il n'y avait eu ni colère ni sentiment de supériorité, seulement de l'acceptation et un espoir désespéré. « Que ferais-tu, grand-mère » murmura-t-elle à une photo encadrée d'Éléanore. Sa grand-mère avait toujours été pragmatique en matière de cœur. « Fais confiance, mais vérifie », disait-elle souvent. Peut-être était-ce la réponse. Elle donnerait à David une chance de faire ses preuves, de montrer qu'il pouvait être le partenaire dont elle avait besoin, indépendamment de l'influence de sa famille. Et ce n'est qu'alors, lorsqu'elle serait certaine de son amour, qu'elle révélerait la vérité sur son héritage. Cette nuit-là, Sarah prit 2 décisions. Premièrement, elle accepterait l'invitation de David à dîner le lendemain soir. Deuxièmement, elle commencerait à tout apprendre sur l'empire d'Éléanore. Si cette richesse devait être sa responsabilité, elle devait la comprendre pleinement. Les 2 tâches la terrifiaient de manière différente, mais Éléanore l'avait élevée pour affronter ses peurs de front. Le courage n'est pas l'absence de peur, disait souvent sa grand-mère. C'est ressentir la peur et faire ce qui doit être fait malgré tout. Au cours des 3 mois suivants, Sarah et David reconstruisirent leur relation, une conversation prudente à la fois. Ils se retrouvaient pour un café, puis des dîners, puis des sorties le week-end, toujours sur un terrain neutre, jamais chez eux ni en présence de sa famille. Sarah profitait de ce temps pour assumer discrètement le contrôle de son vaste héritage. Travaillant avec les conseillers de confiance d'Éléanore pour comprendre les responsabilités liées à une telle richesse, elle créa la fondation Éléanore Grant avec une dotation initiale de 500 millions de dollars,
axé sur les opportunités éducatives pour les enfants défavorisés et le soutien à la recherche contre le cancer. Leur premier dîner fut gênant, chacun marchant sur des œufs autour des blessures encore vives de leur malentendu. Mais au fil des semaines, la tension s'apaisa progressivement. Sarah observait attentivement les signes que David changeait vraiment, que ses déclarations d'indépendance vis-à-vis de l'influence de sa famille étaient plus que des mots. À sa surprise et à sa joie prudente, les preuves s'accumulaient. Lorsque sa mère appelait pendant l'un de leurs déjeuners, David mettait le téléphone en mode silencieux sans hésiter. « Ça peut attendre », disait-il simplement. Lorsqu'un collègue de travail les aperçut à dîner et fit un commentaire pointu sur l'absence de Sarah aux récents événements sociaux, David le corrigea fermement. « Ma femme pleure la perte de sa grand-mère. Nous apprécierions un peu d'intimité pendant cette période difficile. » De petits moments, peut-être, mais il parlait volume à Sarah sur ses priorités changeantes. Pendant ce temps, Sarah traversait sa propre transformation. La femme timide qui avait douté de sa place dans le monde des Matthews évoluait en une puissance financière confiante. Sous la direction des conseillers de longue date d'Eleanor, elle apprit à naviguer dans les réunions de conseil, les décisions d'investissement et les stratégies philanthropiques. Elle découvrit une aptitude naturelle pour identifier les startups prometteuses, en particulier celles axées sur les technologies éducatives et l'innovation en santé. La fondation Eleanor Grant devint son projet passion. Nommée en l'honneur de sa grand-mère, la fondation visait à incarner les valeurs d'Eleanor, l'éducation, l'indépendance et le soutien compatissant aux personnes dans le besoin. Sarah travailla sans relâche sur sa mission et ses priorités de financement, trouvant un sens à perpétuer l'héritage de dons anonymes d'Eleanor, mais à une échelle bien plus grande. David, quant à lui, traversait sa propre transformation. Il avait pris ses distances avec l'entreprise familiale, lançant une société de développement plus petite axée sur le logement abordable, une décision qui avait créé des tensions significatives avec ses parents. « J'ai besoin de construire quelque chose qui m'appartienne », expliqua-t-il à Sarah lors d'une promenade le long du lac Michigan. « Quelque chose qui reflète mes valeurs, pas seulement celles de ma famille. » Sarah reconnut le courage que cela demandait et se surprit à retomber amoureuse de cette version plus indépendante de son mari. Le sentier au bord du lac était bondé de joggeurs et de cyclistes profitant du soleil d'été, mais Sarah et David marchaient lentement, savourant ce rare moment de paix. « Mon père a qualifié ça de suicide financier », poursuivit David, un sourire ironique aux lèvres. Il ne comprend pas pourquoi quelqu'un choisirait de construire des logements pour les enseignants et les soignants quand les condos de luxe rapportent 3 fois plus de profit. « Et que lui as-tu répondu ?» demanda Sarah, étudiant son profil. « Je lui ai dit que tout ce qui a de la valeur ne se mesure pas en dollars. » Il s'arrêta de marcher, se tournant pour lui faire face. « J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu disais avant, sur ton envie de travailler dans l'associatif. Tu avais raison, Sarah. Il y a plus dans la vie que d'accumuler de la richesse pour elle-même. » Sarah sentit une vague d'émotion à ces mots. C'était l'homme qu'elle avait épousé, réfléchi, compatissant, avec une boussole morale qui n'avait été que temporairement désalignée par la pression familiale. « Je suis fière de toi, » dit-elle doucement. « Il faut du courage pour tracer ton propre chemin. » Alors que l'été se transformait en automne, leur relation s'approfondit. Ils partageaient leurs peurs, leurs rêves et leurs regrets avec une nouvelle honnêteté. David parlait ouvertement de l'influence toxique de sa famille et de sa détermination à établir des limites. Sarah partageait des histoires sur Eleanor, tout en évitant soigneusement toute mention de son héritage. Ce secret pesait encore entre eux, devenant plus lourd à mesure que leur lien se renforçait. 6 mois après leur séparation, Sarah décida enfin qu'il était temps d'être complètement honnête. Elle invita David dans ce qu'il croyait être le modeste appartement de sa grand-mère, mais demanda au chauffeur de s'arrêter devant un élégant bâtiment en pierre calcaire dans le quartier de Gold Coast. « Que faisons-nous ici ?» demanda David, confus. Sarah prit sa main. « Il y a quelque chose que je dois te montrer. » Elle le conduisit dans le bâtiment, où le portier la salua par son nom, jusqu'à l'étage du Penthouse. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent directement sur un vestibule privé orné d'œuvres d'art de qualité muséale. Les yeux de David s'écarquillèrent en voyant l'esquisse de Picasso et la sculpture de Rodin exposées dans des vitrines. « Sarah » questionna-t-il, sa confusion évidente alors qu'elle le guidait vers le salon principal. L'appartement spacieux, rempli d'art et occupant tout l'étage supérieur,
laissa David sans voix. « C'est à toi ?» demanda-t-il, admirant les vues panoramiques sur la ville et le lac. Sarah hocha la tête, puis le guida pour s'asseoir. Au cours de l'heure suivante, elle révéla tout. La fortune secrète d'Eleanor, l'ampleur de l'héritage de Sarah, et la fondation qu'elle avait créée. « Je ne te l'ai pas dit tout de suite parce que j'avais besoin de savoir si nous pouvions réparer ce qui était brisé entre nous sans que l'argent ne soit un facteur, expliqua-t-elle. J'avais besoin de savoir que tu me voulais pour moi, pas pour ce que je pouvais maintenant apporter à la table. » David resta silencieux, abasourdi, pendant plusieurs minutes. « Tout ce temps, dit-il enfin, pendant que mes parents suggéraient que je passe à quelqu'un de plus convenable. Tu étais. » Il secoua la tête, incrédule. L'ironie est incroyable. Puis il la regarda avec un sérieux total. Mais ça ne change rien à ce que je ressens, Sarah. Riche ou pauvre, tu es la femme que j'aime. Ces mois loin de toi me l'ont montré. Si quoi que ce soit, je suis fière de la façon dont tu gères cette responsabilité. La fondation, tes projets, ils montrent le cœur dont je suis tombé amoureux. Un soulagement envahit Sarah. Elle avait craint tant de réactions possibles. Le choc, la colère d'avoir été tenue dans l'ignorance, ou pire encore, un changement soudain dans son attitude envers elle. Au lieu de cela, elle ne voyait que le même amour et respect qui avaient grandi entre eux.